bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui, ce soir, tout dépendant quand est-ce que vous écoutez cette vidéo, pour un tout nouveau montée niveau. Et encore une fois, grâce à la magie de l'Internet et on va dire de la connexion entre les deux continents, je peux discuter, échanger avec une personne qui habite très loin de moi et qui est située à plusieurs heures de différence. Ainsi, je suis accompagné aujourd'hui par Linou, qui est conceptrice, autrice, rôliste, meneuse de jeu, animatrice sur sa chaîne Twitch, créatrice du label Dirty Clean Crew et bien plus encore. Bonjour, Linou, ça va bien? Bonjour Pierre-Philippe, bah, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Pour les gens qui ne te connaissent pas et qui nous écoutent actuellement, est-ce que tu voudrais peut-être faire justement un petit résumé de qui est Linou? Eh bien écoute, avec plaisir, merci beaucoup déjà de me recevoir. Donc moi aussi, très contente de vous regarder et de pouvoir vous parler de l'autre côté de l'océan. Alors je suis qui? Je suis une créatrice de jeux de rôle, autrice, scénariste. Voilà, je suis aussi meneuse de jeux, MJ, voilà, on va dire ça. Et streameuse. Voilà. Donc, et les streams que je fais sont autour d'actual play avec toujours une orientation très théâtrale et plutôt romanesque et assez dans l'interprétation, la narration et de manière générale. Il y a peu de plaisanterie. Voilà, on essaie de faire des actual play assez sérieux où vraiment les personnages sont au cœur de l'histoire. Et quand je ne fais pas des actual play, eh bien, je fais des présentations de divers jeux que je teste, voilà, que j'aime bien. En général, je parle de ce que j'aime. Je ne parle pas de ce que je n'aime pas. C'est pas mon tempérament. Et de temps en temps, des conseils pour les meneuses ou les joueurs. Ça dépend de mon humeur, on va dire. OK. Ben, parfait. Donc, encore une fois, merci d'être venu te porter au jeu du montée de niveau. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas en fait la formule, comment ça fonctionne, eh bien, avec mon invité, mon invité, dans le fond, je vais lancer, plutôt piger au hasard des questions qui autrefois j'avais dans une petite poche physique que je pouvais littéralement piger à l'intérieur, mais pour on va dire la conservation des arbres et tout ça, les arbres, j'ai décidé de transposer le tout au virtuel. Donc, j'ai une série de questions qui sont soit générales ou très spécifiques pour l'INU. Et donc, on va pouvoir aller au hasard un peu, y avoir des questions qui vont porter sur des projets sur lesquels elle travaille, d'autres questions qui vont aborder peut-être plus les thématiques qu'elle aime aussi mettre de l'avant dans le jeu de rôle et autre chose. Bref, c'est très à la bonne franquette et Linou, sens-toi très à l'aise de me dire si jamais tu as une question que tu trouves peu inspirante, de me dire on passe et on va à la suivante. J'en D'accord. ai vraiment une très grande quantité en banque, donc on y va Ok. vraiment à ta vitesse. Donc, on commence ainsi avec une première question, bien sûr, pigée au hasard et ma petite roue virtuelle tourne pour m'arrêter sur question très, très générale. Comment es-tu tombé dans cette fameuse marmite du jeu de rôle? Quel a été vraiment l'élément déclencheur? C'est une excellente question. Alors, je vais vous passer le sempiternel début avec Donjons et Dragons et le livre dont vous êtes le héros, parce que je Mhm. crois que tout le monde a fait ça à un moment donné. Mais mon goût pour le jeu de rôle, je pense, me vient de ma maman, parce que elle était secrétaire commerciale par obligation pour l'argent, pour la famille, pour qu'on soit bien à la maison. Mais elle n'aimait pas ça. Et à côté, elle était professeure de théâtre pour des MJC. Donc, je ne sais pas au Québec comment vous appelez, mais MJC, c'est la Maison des Jeunes et de la Culture. Et ce sont des choses qui sont dans les quartiers pour aider les personnes à faire des loisirs à des prix pas très chers, en fait. Mhm. Souvent, c'est la mairie, la ville, quoi, qui finance les gens qui travaillent là-bas. Et ma mère, donc, était professeure de théâtre là-bas. Et dès que j'ai eu 5 ans, en fait, elle m'a toujours emmenée au théâtre. Et c'était pas des choses très sérieuses, c'était pas des grandes pièces de Shakespeare et tout ça. C'était vraiment des pièces de comédie, plutôt des choses très positives pour faire parler, bouger les gens, improviser aussi. Et ça, j'ai fait toute mon enfance. Donc, quand j'ai découvert un peu
après, avec les copains à l'école, au collège, le jeu de rôle, je me suis dit, ah, mais c'est génial, c'est comme une sorte de théâtre avec en plus du suspense, les règles pour faire comme un jeu. Et voilà, je pense que mon point d'entrée, c'était grâce à ma maman, donc c'est cool. Ben oui, Et c'est puis, vraiment chouette, oui. et puis voilà, puis après, ben, j'ai eu la même adolescence que tout le monde. J'ai découvert plein de jeux qui sortaient. Il y en a que j'ai beaucoup aimés. D'autres moins, mais ce qui m'a vraiment accroché, voilà, c'était ça. Et aujourd'hui, ma pratique du jeu de rôle est plus justement théâtrale, on va dire, que vraiment très simulationniste ou très ludique dans l'approche des règles. Et je pense que c'est parce que je suis venue de ce background-là. Mhm. Euh, et d'ailleurs, j'ai aussi beaucoup fait de l'ARP, grandeur Oui, nature, oui. voilà, parce que j'adore ça et que, encore une fois, on peut un peu plus jouer la comédie, on a le costume et tout, et voilà, c'est vraiment mon truc. OK. Ben, c'est très cool. Je serais curieux de savoir, moi, j'ai souvent des sous-questions à mes questions quand j'entends des choses intéressantes sur lesquelles je veux rebondir. Tu as mentionné justement que dans ton approche était très simulationniste, beaucoup sur la narrative et vraiment très théâtrale également. Mais souvent, lorsqu'on commence le jeu de rôle, comme tu l'as mentionné, les premiers jeux sont souvent Donjons Dragons, des choses comme ça, où le côté justement théâtral ou simulationniste est moins mis de l'avant. Ça a été quoi, si on veut, le premier jeu que tu as vraiment eu l'espèce d'accroche comme quoi, OK, on Ah, peut jouer comme ça, on peut jouer de cette manière-là un ouais. peu plus narrative. Eh ben, il y en a eu deux qui ont été des tournants très significatifs pour moi. Allez, trois, on va dire les trois vraiment très significatifs. C'était Ambre, mais je ne sais pas au Québec si c'est très connu. Ça me dit quelque chose. Les Princes d'Ambre, c'est un jeu diceless. En fait, c'était un des premiers qui est sorti comme ça, très politique, avec des grandes maisons et des grands pouvoirs. En fait, les princes héritent de grandes responsabilités et doivent mener leur famille dans des joutes diplomatiques. Et c'était incroyable, c'était aux confins entre des ambiances comme Dune pour la diplomatie, et puis en même temps un peu, si on veut comparer à quelque chose de plus récent, à Game of Thrones, par exemple, voilà. Je pense que je l'ai très mal joué parce que j'étais jeune et que du coup, j'ai pas dû lui faire honneur, on va dire, mais je me suis dit, ah, on peut jouer diceless, et ça, c'était quelque chose que j'ai découvert et j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai beaucoup joué et je pense que je lui ai fait meilleur honneur, enfin, en tout cas, j'espère, à Vampire, Mhm. euh, la Mascarade, quand il est sorti tout de suite. Et pour le coup, il y avait beaucoup de règles, mais je les trouvais intelligentes. Moi, j'aimais bien à l'époque le système des 10. Aujourd'hui, je joue moins avec, mais en tout cas, je le trouvais agréable à utiliser. Et le côté narratif était mis en avant même déjà à ce moment-là dans le livre. Donc, on s'en inspirait beaucoup. Je trouvais fabuleux qu'il y ait des objets qui soient tout à fait euh, dans la fiction. C'était les bouquins où, quand on les ouvrait, on avait des morceaux de journaux, d'échanges de messages entre des personnages et tout ça. Et il y avait plus ce côté, je vais vous raconter comment faire un jeu. C'était comme découvrir une fiction dans laquelle on pouvait se plonger. Il y avait moins de distance avec le lecteur. Mhm. C'est un jeu qui a été très important pour moi. Euh, et étonnamment, parce que je pense qu'il n'est pas très narratif, mais son ambiance a été importante pour moi, j'ai adoré l'Appel de Cthulhu. Et je pense que c'est le jeu où j'ai fait le plus de parties dans ma vie, je crois. Donc voilà. OK. Très intéressant. Je connais seulement de nom Ambre. J'ai déjà vu des images passer. Je ne pense pas qu'il était disponible au Québec, malheureusement. Mais bien sûr, les deux autres, ce sont des incontournables, je crois, Mm. du milieu, surtout tout ce qui touche plus contexte un peu horrifique et tout ça. Donc, des très bonnes références que j'apprécie aussi énormément. Donc, Après, plus tard, si tu en veux d'autres, parce que mon profil a évolué avec les années, je OK. me suis vraiment dirigée sur des choses beaucoup plus courtes et plus synthétiques, plus elliptiques en termes de système. J'ai beaucoup joué avec Cthulhu Dark, du coup. Oui. Oui. Ça, j'aime vraiment. J'ai aussi un auteur français un créateur de jeux français que j'aime beaucoup, qui est le Grumpf, Oui. qui est très prolifique, qui fait des choses super, et il a un système qui s'appelle le mini D6 ou le petit D6, je sais plus le nom exact,
j'ai aussi beaucoup apprécié et joué avec ça. Et de manière générale, tout ce qui est Cthulhu Hack aussi, Mhm. toujours pour l'idée d'une simplification et d'aller au plus resserré possible. Euh, et ça, c'est des choses que j'ai beaucoup fait. J'ai aussi beaucoup fait de jeux solo, évidemment, pour découvrir. Je cite mon ami d'ailleurs, Tourte. On a un copain qui s'appelle Tourte Spirituel, qui est très prolifique et qui crée beaucoup de jeux, dont des jeux solo. Il n'y a pas longtemps, il m'a fait tester un jeu que j'ai adoré où, en fait, vous créez votre propre found footage. Il y a des règles de génération. En fait, vous générez soit un texte, soit une vidéo. Mais en fait, vous avez tout à la maison avec votre ordinateur. C'est un found footage et c'est très mystérieux, c'est surnaturel et occulte. Et à la fin, comme vous l'avez vraiment enregistré avec ces règles, quelqu'un peut le trouver et le regarder. Oh, Et oh. et ça lui donne envie de faire son found footage et tout. Voilà, et c'est le genre de pratique dans le jeu de rôle que j'adore vraiment et qui me motive beaucoup aujourd'hui, quoi. C'est tombé une bonne idée, ça. Ouais, c'est J'aime une vraiment super ça. bonne Ben idée. oui, Ouais. vraiment. Mais encore une fois, excellente référence. Cthulhu Dark, je trouve que c'est un sublime, justement, dans le très, très minimaliste, là, qui n'a pas besoin de beaucoup de choses et pourtant qui fait amplement on va dire comme on dit au Québec, la job, il fait amplement Mm. l'affaire pour ce qu'il veut offrir. Si ça te va, on va y aller avec une prochaine question que je vais Allez. piger au hasard. Donc ici, la roue tourne et nous en sommes avec une question spécifique à toi. Il s'agit en fait ça a été quoi vraiment la prémisse du projet, justement, label Dirty Clean Crew? Et par le fait même, si tu voudrais aussi nous le présenter, ça serait apprécié. Avec grand plaisir. Alors, eh ben, les prémices du projet, pour moi, elles sont doubles. La première chose, c'est que j'avais envie en France que l'édition du jeu de rôle soit un peu plus, alors, je mets des grands guillemets, je vais dire politique. J'exagère un peu, je ne suis pas une femme politique, je ne suis pas de la vraie politique, mais j'avais envie que les maisons d'édition aient plus de valeur, prennent plus de position sur l'inclusivité. Et comme je suis une femme et qu'il n'y a pas, ou peu en tout cas à ma connaissance, de labels ou de maisons d'édition qui sont aujourd'hui sur la ligne éditoriale de femmes. En tout cas, en France, je pense qu'à part Cécile et Atlas, qui ont une partie édition et pas seulement autrice, je crois qu'on n'est que trois, mais je peux me tromper. Il y a certainement d'autres collègues, collaboratrices que je ne connais pas. Et donc, j'avais très envie qu'on puisse mettre en avant donc, cette valeur d'inclusivité. Donc, voilà. Et aussi, quand je dis politique, c'était pour tout ce qui est des sujets qu'on traite sur le validisme, sur les violences, parce que je fais des jeux très difficiles, hein, des jeux horrifiques principalement. Et je voulais faire comprendre que c'est pas parce qu'on fait des sujets dans la fiction qui sont terribles que on doit se passer d'être des personnes cool et sympas et d'être très attentionné avec les joueurs, les joueuses et tous les gens qui font les jeux. Et je trouve personnellement qu'en France, c'est quelque chose qui a du mal à se faire et qu'il y a beaucoup de rôlistes qui sont assez réactionnaires autour de ces questions. Et quand on leur demande, d'utiliser le bon pronom pour parler à quelqu'un, et ben ils sont pas contents. Ou quand on leur dit que les prétirés, si on peut avoir et des femmes et des hommes ou pas de genre du tout, bah, c'est important, et ben ils font la grimace, tu vois. Bon, donc le premier truc, je me suis dit, mince, j'ai envie de me saisir de ça pour dire, hé les gars, on peut faire des jeux d'horreur, des jeux difficiles et des fictions qui sont quand même sérieuses et adultes, tout en étant cohérent et correct sur ces sujets-là et le dire, le formuler. Donc ça, c'était très important et c'est une des valeurs primordiales du label. Et la deuxième, alors moi, ça fait des années que je suis dans le JDR, même de manière après amateur, hein, avant de produire des contenus et de les vendre, déjà, c'était le cas. Et en fait, j'ai rencontré mon conjoint grâce au jeu de rôle aussi. Donc, et tous les deux, ça faisait quelques temps où on voulait finalement produire des contenus à deux, ensemble. Donc, on a aussi fait le label pour qu'on ait une entité qui puisse être au-dessus de nos deux individus pour pouvoir travailler ensemble. On l'a fabriqué comme ça. Et on l'a laissé finalement ouvert aux personnes qui se reconnaissaient dans nos valeurs et dans les projets qu'on faisait.
Donc aujourd'hui, on est deux, plus donc on est auteur et maquettiste, et enfin en fait on fait un peu tout. Et après on a aussi euh, un autre auteur qui nous a rejoint il y a peu, qui va publier avec nous, des illustrateurs voilà, qui gravitent, qui sont freelance, mais qui sont avec nous pour certains projets. Puis on essaie de faire grandir ça autour de cette valeur qui est quand même, c'est pas très compliqué d'être sympa avec les gens, et il faut progresser un peu sur ces Mhm. questions en France, quoi. Voilà. OK. Très, très cool, très cool. Et en soi, est-ce que présentement, parce que justement, là, je rebondis un peu sur tout ce que tu as dit et tout ça, est-ce que présentement, justement, les projets que vous avez mis de l'avant pour ce label-là, est-ce qu'ils fonctionnent tous avec le même système? Est-ce qu'ils utilisent, si on veut, des systèmes déjà connus ou ça a été vraiment votre création? Parce que, là, je veux dire, moi, je connais un peu la réponse, mais en même temps, je laisse un peu le suspense planer pour que tu puisses le présenter aux gens qui nous écoutent. C'est gentil. Ouais, écoute, on a notre propre système qui s'appelle Dirty System, du coup, qui est un système assez simple, narratif, comme il correspond à nos goûts, en fait, où tu vas avoir 9 capacités que les personnages ont, et il est diceless. Donc, si tu compares ce score de capacité à une difficulté et que c'est supérieur ou égal, eh bien, tu as réussi. Tu n'as pas besoin de jeter les dés, c'est vraiment diceless. Il y a une couche où on peut ajouter un dé dans certains cas qui s'appelle le dé de tension. C'est-à-dire que si la situation n'est pas normale et qu'elle est très perturbée, le dé de tension est un simple D6 qu'on va pouvoir jeter. Et là, il y a une chance que ça modifie du coup ce score en moins bien ou en mieux. Donc en gros sur 1 et 2, 1 c'est -2 et 1 c'est -1. Ensuite 3 et 4 ça ne change rien, c'est un +0 +0. À 5 il y a +1 et à 6 il y a +2. Voilà. Et ça c'est vraiment l'essence du système, j'entre pas dans les détails parce que on est sur quelque chose de très simple. Et derrière cette mécanique très simple, on a développé aussi le système qui va plus en avant de ça, qui va te permettre d'avoir des jauges. En fait, ces capacités, ces scores ne sont pas seulement des scores fixes, qui sont aussi des points qu'on peut dépenser pour améliorer les moments critiques. Donc, si le seuil de difficulté est par exemple de 8, mais que je n'ai que 7 à ce moment-là, dans cette capacité, et que j'ai utilisé tous mes outils et toutes mes possibilités d'améliorer ce score, mais que je n'arrive pas à dépasser ce que j'ai besoin pour réussir, eh bien, je peux consommer une bulle dans une de ces capacités. Crac, elle est dépensée. Et à ce moment-là, j'ai 8. Mais par contre, ça coûte quelque chose parce que du coup, ce score a baissé et ça a des conséquences, mais je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un système diceless où on sent que le dé est exceptionnellement, si on en a besoin, utilisé, et avec de l'attrition pour consommer des réserves. Voilà, donc c'est ce qu'on a créé. Et c'est maintenant le système qui va motoriser tout ce qui sort au sein du label. Ça n'a pas toujours été le cas. On a eu des choses qui sont sorties en OGL aussi, sur le Basic Role Playing System, par exemple, OK. Ah oui. ou sur le SRD de Donjons et Dragons, 5e édition. C'était tout au début parce qu'on n'avait pas encore notre système. Mais on a mis 1 an et demi à le faire, il existe. Donc maintenant, ça ne va que être motorisé comme ça. OK. Très cool, très cool. Et encore une fois, là, je ne bouillonne de questions. En fait, là, je me demande, ça a été quoi? Parce que oui, le côté, on va dire, créatif et tout ça est très stimulant et c'est très plaisant à mettre de l'avant justement les idées et la conception de scénario et tout ça. Mais souvent, il y a aussi justement, même si le système est quand même assez narratif et diceless avec la possibilité de lancer des dés, euh, où est-ce que ça a été, je veux dire, est-ce que tu as vécu une certaine pas une certaine difficulté, mais un certain challenge à justement faire la création du système en soi? Est-ce que tu es allé chercher Ouais. certaines références? Est-ce que tu es allé chercher un soutien ou autre? Je suis quand même curieux de savoir justement la conception mécanique en quelque sorte. Ah oui, alors c'était très difficile parce que la réalité, c'est que moi, je te dis qu'on a mis 1 an et demi à le faire, mais ça doit faire 2 ans et demi ou 3 qu'on y réfléchit. Donc, pas la même chose déjà entre y réfléchir et le faire. Euh, alors oui, on a épluché énormément de références parce qu'on ne voulait pas réinventer la roue. En fait, on ne voulait pas faire un système
qui, quelque part, existaient déjà. Et Mhm. souvent, quand on veut faire un système, le problème, c'est quand on cherche un peu, on trouve des choses qui ressemblent énormément et on va faire à peu près la même chose. Donc, on a vraiment épluché beaucoup de choses. On a regardé tout ce qui était très court. Donc, tout ce qui est B.O.B, tout ce qui est petit D6, mini D6, tout ce qui est Cthulhu Dark, tout ce qui est du Jeep Form dans le LARP, où c'est des choses où il y a des mécaniques de points d'action à dépenser. Donc, par exemple, pour ce scénario, vous avez 3 points d'action. Voilà, il faudra bien Mhm. les choisir parce qu'après, vous en aurez plus. En fait, on a vraiment essayé de regarder ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait moins. Faut savoir que mon associé dans le label, Cédric Chaillol, est quelqu'un aussi qui travaille dans le jeu de rôle depuis à peu près 20 ans et il en fait depuis à peu près 30. Il a écrit déjà beaucoup de choses, donc il a une expérience aussi très très importante. Il aime beaucoup Star Wars D6, par exemple, qui est une inspiration. Même s'il n'est pas très petit, très elliptique comme système, c'est resté une inspiration pour ce qu'on a fait. Et il a amené des références plus traditionnelles. Donc en fait, à nous deux, on a essayé de se dire, mais qu'est-ce qui est l'extrait de pur jus de ce qu'on aime, à la fois dans ce qui est très court, très, très rapide et très fluide, et à la fois ce qui est crunchy et ce qui est du gameplay un peu marrant. Et on essaie de faire quelque chose qui nous correspondait. Donc l'aide qu'on a eue, évidemment, elle était d'être à deux et d'avoir ces références. Et ensuite, on a demandé des playtests aussi aux personnes qui étaient autour de nous. Donc c'est un système qui a beaucoup tourné. Nous, évidemment, on l'a fait en petit cercle parce qu'on a la chance d'avoir des amis rôlistes et d'être rôlistes nous-mêmes tous les deux. Et puis, on a ensuite demandé à une association qu'on connaît, où moi je jouais depuis mon adolescence, où là, on a carrément donné la version on va être, test du système à l'association. Et on a dit, voilà, maintenant, vous faites des parties sans nous. Hop, il vit tout seul le système. Et vous faites les retours des joueurs et des joueuses pour qu'on ait aussi de quoi travailler. Alors, il faut savoir que c'est un système qui n'est pas dans sa version première quand il sort aujourd'hui. Il a déjà eu 2 versions avant, mais que le public n'a jamais vues ou connues. C'est des versions que nous, on a eues de travail, en fait, et qui ont voilà, évolué du fait des retours, des tests. Et donc, ça a été très long. Et la dernière, on va dire, la dernière partie du travail qui a mis un an et demi à se faire là, c'était une fois qu'on était très sûr de nos concepts, de ce qu'on voulait en termes de mécanique, d'ambiance et tout ça. Ensuite, il fallait faire une rédaction qui soit très limpide, très claire, et que si la personne avait le livret dans les mains, elle pouvait lire ça et que ce soit très facile à utiliser avec beaucoup d'exemples. Et ça, ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps aussi. Donc voilà. Là encore, on a eu la gentillesse des personnes qui nous entourent car elles ont beaucoup relu et aidé les relectures pour clarifier certains points, reprendre certains paragraphes. Euh, et la dernière étape, ça a été, on va dire, ce qu'on fait tout à la fin, la maquette, la mise en page. Mais là, on savait que pouvait respirer, le gros du travail était fait. Mais ça a été un grand travail, c'était long. C'est pour ça qu'on a d'abord sorti des choses en SRD de la 5e édition en OGL parce que c'est très long à faire. Donc voilà. Oui. Et surtout, en plus, je veux revenir sur un point que tu as mentionné. C'est vrai que c'est important aussi l'aspect, oui, c'est une chose de concevoir le système et de le mettre sur écrit et qu'on le comprenne nous-mêmes, mais c'est quelque chose d'autre de ce que ce système-là soit lisible pour d'autres personnes qui, justement, Ouais. comme tu l'as dit, tu l'as donné à des gens pour qu'ils puissent animer eux-mêmes sans que vous soyez là présent pour les soutenir ou répondre à leurs questions. Et ça doit être comme tout un challenge pour éviter Ouais. on va dire les sous-entendus ou l'incompréhension de certaines phrases, ou pour être sûr que genre tout soit le plus limpide et clair pour les personnes qui veulent l'essayer. J'imagine que ça doit être un travail ahurissant, même. Je n'ai pas d'autres C'était mots. alors c'était beaucoup de travail, mais quand même, je tiens à dire que c'était très très bien et très agréable et très chouette à faire et que jamais on s'est dit oh là là, dans quoi on s'embarque, c'est chiant, Mhm. c'est trop long ou non non, on était super motivés parce que j'arrivais avec l'idée de ce système depuis très longtemps. Je pense que j'ai pas eu le courage de le développer seul, mais de toute façon, ça se fait pas vraiment seul de développer un système. Il fallait de toute façon d'autres personnes avec moi. Et
Et quand mon conjoint m'a rejoint vraiment sur le projet en disant, allez, on y va et on va jusqu'au bout et on met en place ce que tu veux et on trouve les gens qui vont avoir envie de s'y intéresser pour nous aider à tester et à relire. En fait, c'était super parce que c'était un peu tout le temps, je vais pas dire la fête, mais c'est pas vraiment du travail. C'est pas comme aller au bureau et faire les trucs qu'on n'a pas envie. Enfin, c'était juste très cool. On a eu des gens très très sympas. Je les remercie tous. Ils se reconnaîtront. Mais voilà, merci à tous ceux qui ont testé et relu et encouragé. Parce qu'on a, enfin voilà, c'était top. En fait, c'est du travail parce que c'est beaucoup d'heures à passer pour nous. On les a pas comptés, mais faut pas. Mais après, franchement, on s'en rend pas trop compte. C'est voilà, donc c'était cool. Le résultat donné est satisfaisant au final, c'est l'important, là. Ouais, moi je suis contente. J'avoue que je suis assez contente et on va le présenter dans une convention qui est très grande convention en France pendant le week-end du 29 septembre au 1er octobre qui se tient à Lyon, à Octogone. Il sera présenté en exclusivité avec aussi le premier burst grand scénario qui sort avec, qui est motorisé. Et voilà, on est super content. On ne sait pas si on fait pas ça pour avoir du succès ou que tout le monde adore, mais nous, on est très contents. Voilà. Nous, on est très contents d'avoir nos bébés qui est fini et de le montrer. Donc voilà. C'est ça l'important au final. Très cool. Mais pour vrai, je suis vraiment content pour vous et d'ailleurs, j'ai très hâte de pouvoir revenir éventuellement sur la chaîne pour parler de ce jeu, justement, parce que tu m'as envoyé le PDF. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais faire très prochainement. Je serais curieux de savoir, juste pour revenir une dernière fois, avant que je pige une autre question, j'ai comme tout le temps des sous-questions. Tantôt, tout à l'heure, tu as mentionné le fait que, justement, dans la conception du système, tu es allé chercher des éléments, exemple, du LARP ou des choses comme ça. Et Mm, un exemple que tu as mentionné, c'est que tu vas dire dans ce scénario-ci, tu vas avoir tant de points que tu vas pouvoir utiliser pour mm. on va dire, dépasser l'adversité ou autre. Est-ce que ça veut dire que justement le système est un peu adaptable ou modulable selon le scénario en soi que tu mets en branle, en quelque sorte? Hum, alors, je sais pas trop s'il est en fonction du scénario, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour récupérer donc les points des réserves qu'on va dépenser là pour ne pas jeter les dés, mais augmenter son score de capacité, il n'y a pas de récupération automatique. Ce n'est pas un système où il y a des repos courts ou des repos longs ou ce genre de choses. Pour récupérer les points engagés, la seule manière, c'est d'être à un moment de calme. Donc c'est rare, il faut vraiment qu'il y ait un moment où les personnages peuvent vraiment être très tranquilles et se parler. Et en fait, ils doivent livrer des secrets. En fait, il y a une mécanique dans le jeu qui s'appelle l'attache. Et la tâche, c'est les valeurs, la philosophie et les secrets intimes de votre personnage, ce qui fait qu'il est là, ce qui fait qu'il vit, ce qui fait qu'il s'intéresse à ce qui est en train de se passer. Ça peut être des enfants qu'il a laissés à la maison et que les autres ne connaissent pas. Ça peut être qu'en fait, il est là par obligation parce qu'il doit des comptes à quelqu'un et il est corrompu ou payé ou c'est un mafieux et en fait, il est là et il est coincé avec vous. Et en fait, la seule manière de récupérer des points, c'est de livrer des petites informations intimes à propos de soi dans des scènes de roleplay. Donc en fait, ce n'est pas très souvent et c'est difficile de les récupérer. Donc la meneuse, le MJ, va pouvoir, si ce n'est adapter, on va dire, les règles ou les scores en fonction des scénarios, il va pouvoir vraiment aussi jouer avec les difficultés qu'il va mettre sur les enjeux qu'il va proposer et sur les moments de récupération. Parce que plus ils sont rares, plus les points sont précieux et donc plus les challenges sont délicats à faire. Donc c'est surtout là-dessus que la jauge va pouvoir bouger. Donc sur les difficultés qu'on va choisir de mettre dans les défis qu'on va proposer et sur les temps de récupération. Sur un scénar très haletant qui va être dans l'action, par exemple un scénario catastrophe, et ben, par exemple, dans le scénario catastrophe qui vient là et qui sort en burst avec le système, on n'a vraiment quasiment aucun moment où les personnages peuvent récupérer les points engagés. Parce qu'il y a du feu partout, parce que c'est la course pour la survie tout le temps, et qu'on imagine mal qu'ils se posent au milieu d'un couloir en flammes pour avoir une petite Hmm. discussion tranquille sur leur vie. Et donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles la meneuse, elle a un peu de pouvoir pour moduler ses aventures. Et puis, bien sûr, le niveau de difficulté des défis proposés.
sachant qu'on a tout un passage, je pense, très explicite et assez long sur les défis. Donc les défis, c'est ce que nous, on appelle, et qui remplace le mot jet de dés, puisqu'on est dans un diceless, donc pour nous, c'est pas forcément un jet, ça peut être un défi. Donc comparer un score de capacité à une difficulté. Et ben même là, on va dire à la meneuse, dans une peut-être pareil, un esprit presque de LARP. Attention, à quoi ça sert de sanctionner ce moment par un défi? Qu'est-ce que tu essayes de vérifier? Parce que souvent, on sait ce qui va se passer si la personne réussit, mais on ne pense pas trop à ce qui va se passer si elle échoue ce défi. Quel est l'enjeu du défi? Et on met beaucoup en garde aussi pour ne pas les multiplier, pour ne pas en faire quelque chose de... ça sanctionne la progression normale du personnage dans l'histoire. Non, pour nous, un défi, c'est rare. C'est précieux et ça sert vraiment à faire une bifurcation importante à l'intérieur de la narration où ça a des conséquences sérieuses que la meneuse a décidé avant. Ça peut être des blessures, ça peut être perdre des objets de valeur, ça peut être de ne pas rencontrer un contact parce qu'on est arrivé en retard, mais ça veut dire que les objets qui devaient nous remettre, qui avaient des bonus, eh ben on les aura pas, etc. etc. Et je pense que quand on finit par moduler tout ça, on a de quoi vraiment euh, mener sa partie dans une forme de fluidité qui ressemble un petit peu à du LARP, parce que finalement, les dés seront pas très présents et vont être très effacés. Mais d'un autre côté, c'est pas complètement aléatoire. Il y a des systèmes de contrôle qui sont là. Et c'était un petit peu ce qu'on voulait faire. Mhm. Je comprends. Où est-ce que, dans le fond, je veux pas, il doit y avoir une certaine, une certaine cause à effet, puis une certaine répercussion au fait d'avoir un défi. Tu ne fais pas simplement mettre un défi pour justement mettre on va dire, mettre le simple fait que la personne doit agir d'une certaine façon, un peu comme de la même manière que tu Exactement. ne vas pas demander un jet s'il n'y a pas de conséquences à ce jet-là, si la personne l'échoue, là, je comprends. Mm. C'est bien ça. Je comprends bien. Je pourrais dire. Absolument. Ouais, ouais. Parfait. Merveilleux. Absolument. Merveilleux. Très cool. Mais pour vrai, c'est vraiment très, très chouette. On va y aller avec une autre question, si tu me permets. Ça roule. Donc, je pige au hasard. OK. Plus côté scénario, là, comme tu l'as mentionné, tu as un scénario qui va sortir durant l'Octogone, qui, si je ne me trompe pas, c'est Deepwater Horizon, si Oui. je pense bien. Je serais curieux de savoir un peu, quel est on dit ta muse de réflexion, qu'est-ce qui te motive ou qu'est-ce qui Ah. t'apporte des idées pour la création de scénarios? Parce que justement, là, tu l'as mentionné tout à l'heure, tu as une certaine attirance pour tout ce qui est plus horrifique, tout ce qui est plus ambiance, danger à ce niveau-là. Donc, je serais curieux de savoir, ça a été quoi un peu quelles sont tes sources d'inspiration? J'en ai beaucoup. En général, j'adore les histoires qui se basent sur des faits réels. Ça, c'est Mhm. quelque chose que j'adore. Parfois, je leur mets une surcouche surnaturelle et occulte, parfois même pas du tout. Je vais juste jouer dans des événements qui ont existé, qui sont réels. Euh, j'ai un truc avec ça. Moi, j'adore apprendre en m'amusant. C'est un truc vraiment, Hmm. j'adore ça, quoi. D'ailleurs, j'aime beaucoup les scénarios. Je suis pas très forte pour les faire et les écrire, c'est pas mon forte, mais j'aime les jouer et les découvrir avec d'autres MJ. J'adore par exemple les scénarios historiques qui sont vraiment dans des moments de l'histoire qui ont existé, où on peut découvrir des morceaux comme ça du passé. Et j'aime les faits réels. Parce que les faits réels, en fait, me surprennent. Souvent, on essaie d'inventer des choses horribles dans la fiction. Et en fait, quand on regarde la réalité, on se rend compte qu'elle est souvent pire que la fiction. Et comme j'aime les histoires horrifiques et dures, en fait, je trouve souvent mes inspirations dans la vraie vie. Euh, et donc, je regarde énormément de true crimes et je regarde énormément de documentaires sur des catastrophes écologiques, environnementales, naturelles. Je regarde des documentaires sur l'histoire, beaucoup. Alors, c'est très français, je pense, mais je suis originaire d'une une région en Picardie qui s'appelle la Picardie. Il y a la Somme et il y a des grands champs de bataille où il y a eu la Première Guerre Mhm. mondiale dans les tranchées là-bas. C'est aussi une inspiration pour moi de regarder tous les reportages sur ces époques, Première Guerre, Deuxième Guerre. Je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est antiquité. J'aime beaucoup savoir aussi comment fonctionnait avant la politique parce que
je trouve toujours très, très, très important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et j'aime beaucoup mettre un peu des messages aussi dans mes scénarios qui sont mes valeurs et mes avis, donc sur l'écologie de manière générale, la politique de manière générale, parfois l'inclusivité aussi, donc qui viennent de l'histoire et des faits réels. Aussi, très important, la musique. Donc pour moi, c'est une source d'inspiration très forte. Parfois, j'écris une histoire parce que j'ai entendu une musique. Voilà. Elle m'inspire une ambiance, une atmosphère, et elle fait naître ça. Mais je dirais que oui, c'est les deux. Après, les images, de manière générale, c'est important pour moi. Donc, elles peuvent venir du cinéma, elles peuvent venir de la bande dessinée. Mais alors, ça aussi, c'est un truc. Je suis très, très friande de visuels assez forts, assez gore. C'est un truc qui me hante beaucoup. Donc, j'aime beaucoup Jason Burrows, Gareth Ennis, Hmm. Olivier Ledroit. Euh, des gens qui font, tu sais, des dessins vraiment chargés où il y a beaucoup de sang ou des choses vraiment comme ça. J'étais très consommatrice de romans d'horreur aussi. J'ai beaucoup lu des choses un peu comme James Herbert, j'ai beaucoup lu. Voilà, où il a fait des récits un peu gore. La trilogie des rats, notamment, est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc tout ça mélangé dans ma tête, ça crée une sorte de paysage mental où souvent donc il y a un fait réel qui attire mon attention ou un fait historique qui attire mon attention. Ça peut être un lieu réel si ce n'est pas un fait réel, ça peut être une ville, ça peut être voilà. Et j'ai souvent l'envie d'aller lui donner cette couleur dark par-dessus et de rajouter ces éléments de surnaturel et d'horreur par-dessus. Donc finalement, je fais rien de très nouveau parce que c'est ce que se propose de faire le World of Darkness depuis toujours, quoi. C'est de prendre une ville ou un endroit qu'on connaît ou un fait historique qui nous parle et puis d'y coller finalement soit une créature surnaturelle qui a le pouvoir, soit des faits occultes qui se cachent dedans. Finalement, j'ai pas trop réinventé la roue, c'est un petit peu ce que je fais aussi, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Mhm. Et voilà. Et comme je suis très, très amoureuse d'apprendre, je me dis que si une personne, par exemple, ne connaissait pas la catastrophe là, en l'occurrence, Deepwater Horizon, finalement, sait ce que c'est après et s'intéresse au sujet, je me dis, c'est chouette parce que le jeu, il a aussi une vertu un peu culturelle pour moi et alors, je suis pas en train de dire qu'il faut être élitiste et faire que des jeux qui apprennent des trucs. On peut aussi juste jouer pour jouer, c'est cool, hein, bien sûr. Mais de temps en temps, si on peut apprendre des choses au détour des jeux, je trouve ça chouette. Moi, personnellement, il y a pas longtemps, j'ai joué à la campagne Les Encagés de Tristan l'Homme, Oui. qui est très, très belle. C'est un très beau matériel. Et voilà, moi, j'ai visité la France avec lui. En plus, certains endroits que je connaissais, d'autres que je connaissais pas. C'est typiquement le genre de choses qui me parle beaucoup parce que c'est très ancré dans le réel. Il y a des lieux qui existent, qu'on peut même aller visiter en vacances l'été si on a envie. Tiens, mais c'est là que se passe ce scénario, dans cette chapelle, etc. Et voilà, ça, c'est des choses que j'aime beaucoup et qui me Ça, parlent beaucoup. oui, ça résonne, je te dirais que ça résonne très fort avec mes propres préférences aussi parce que je trouve que c'est très intéressant et c'est très stimulant de pouvoir justement mettre de l'avant un peu que ce soit notre pas Un peu le nécessairement patrimoine le aussi. patrimoine, oui, l'histoire. Puis ça comprend, je veux dire, ça explique aussi très bien ton affection pour l'Appel de Cthulhu, qui demeure aussi un jeu où est-ce qu'il y avait Mm, énormément de scénarios et de mise en contexte qui étaient historiques et qui exploraient justement mm. différentes époques. Et moi, je tente, comme je peux justement dans mon petit patelin nord-américain francophone, de faire parfois des scénarios qui justement vont être dans un contexte ou une mise en situation précise de notre histoire, ou même que récemment, j'ai rencontré un collègue qui avait fait un scénario qui se déroulait dans une mine au nord du Québec dans les Mm. années 20. C'était super intéressant de voir en fait le fonctionnement de tout ça, en plus Ouais. d'avoir l'histoire qui est embarquée par-dessus. Donc, je comprends très bien l'attrait. Je trouve ça super intéressant. C'est le genre de choses que j'apprécie énormément beaucoup. Fait que j'ai encore plus hâte de lire tout ça, je te dirais. On va y Du aller coup, avec...
Oui, Ah, oui, vas-y. pardon, je Oh voulais non, pas vas-y, te vas-y, vas-y. couper. Vas-y, Mais vas-y, du coup, vas-y. je voulais dire que j'avais joué à Colonial Gothic et que ça se passe au Québec Oui, aussi pendant la guerre de, comment ça s'appelle? la Révolution américaine, Ben, c'est un peu, l'indépendance. c'est un peu la colonisation du Québec par les Français et aussi les Anglais. Et aussi, il y a un peu tout le monde et c'est un peu complexe, tu vois. Je sais Oui, plus le moment exact, mais je me souviens que c'est un jeu qui se passe justement au Québec et je connais très très mal, mais pour ce jeu, j'avais été obligée bah, de faire des recherches et de lire et tout ça. Et j'essaye de pas faire des jeux où les gens sont obligés de faire des recherches. Mhm. J'essaye de leur donner toutes les informations pour qu'ils aient tout dans leurs mains. Mais s'ils ont envie et que ça suscite l'intérêt, comme moi j'ai pu avoir l'intérêt d'aller fouiller des sujets que je connaissais finalement pas très bien grâce à des jeux, bah je serais ravie. Je serais ravie et voilà. Et pour tout te dire, c'est pas du tout fini d'écrire. Je suis en train de l'écrire en ce moment. Mon prochain burst, mon prochain long scénar qui sera au label, mais il sera pas cette année. Je pense que ce sera en 2024 ou 2025 parce que j'ai beaucoup de travail. C'est un scénario, comme j'appelle, du terroir. Alors là, pour le coup, Mhm. il se passe dans une région et une ville où je connais, où j'ai vécu, et c'est tout petit, c'est le village, tu vois. Et ça, c'est pareil, c'est le genre de truc que j'adore parce que moi, du coup, j'ai creusé toute l'histoire du lieu. J'ai même été à la Société d'histoire et d'archéologie du lieu, donc j'avais l'impression d'être à Arkham, tu vois. C'était trop bien. Et voilà, et ça, c'est trop bien. Je sais pas si les gens, ça les intéresse, mais moi, le créer, ça m'éclate. Donc, tu Oui, vois, oui, c'est... vraiment. Voilà. Je comprends très bien. Je comprends très bien ce que tu peux ressentir. Et justement, je serais curieux de savoir parce que là, oui, on a parlé de Deepwater Horizon, mais j'ai vu aussi également sur justement sur le site, le Facebook de label Dirty Clean Crew qu'il y avait un autre scénario qui s'appelait Chromatopsie qui était Ouais. disponible. Est-ce qu'il y a lui aussi dans un contexte historique précis ou dans un contexte, on va dire, plus spécifique à un moment donné? Il est dans un contexte historique précis puisqu'il se passe en octobre 1925, donc on est sur du très traditionnel scénario du mythe, puisque c'est un scénario qui est dans la pure lignée des scénarios du mythe et de ce qu'écrit Lovecraft. Et c'est en quelque sorte. Alors, il est pas dans une ville qui existe, parce que j'ai ajouté une ville au pays de Lovecraft, au Lovecraft Country, Mhm. parce que j'ai voulu mettre ma ville dedans. Mais par contre, pour les connaisseurs du mythe, on va dire, et qui ont beaucoup lu Lovecraft, c'est vraiment un hommage. Et c'est plein, plein, plein de références et d'easter eggs à d'autres choses du mythe. Donc, c'est une aventure absolument indépendante. Elle est très facile à mettre en place. On la joue entre, on va dire, 6 et 10 heures selon la rapidité de la table et l'envie qu'elle a d'aller vite ou pas. Mais par contre, si vous êtes familier, en fait, du mythe et de ses secrets, vous allez vraiment reconnaître tout un tas de choses. Et c'est ça que je me suis amusée à faire dedans. Il y a vraiment des références à la géographie du Lovecraft Country, à d'autres scénarios qui sont sortis chez Chaosium, où du coup, celui-ci, il a sa place et il est accroché à des petits événements. Euh, et même à Delta Green aussi. OK. Donc voilà, il a des petites ramifications. Elles sont pas importantes pour le déroulé de l'histoire ou du scénario, mais elles sont là. Et c'est une chose que j'aime. Et c'est pareil, j'avais envie de faire une petite ville qui avait son atmosphère, son ambiance. Et même si elle n'existe pas, tout ce qui est dedans est très documenté. Donc, il y a des vraies photos d'archives de vraies villes de la côte du Massachusetts en 1925. Enfin, rien n'est laissé au hasard, jamais. Euh, et, je, et en général, j'ai beaucoup, beaucoup plus d'informations, moi, en faisant mes recherches de travail, que ce que je vais mettre à la fin à l'intérieur de la production. Mais c'est ce qui garantit que la production soit pas anachronique ou raconte des bêtises, quoi. Donc Mhm. voilà, Puis par le fait même, toi-même, tu accumules des informations et tu apprends c'est des ça, choses sur le côté, là. Parfait, très exactement. intéressant. Je vois le temps passer, malheureusement. Ça passe très vite. Ça passe excessivement vite. Je vais avoir le temps peut-être pour une ou deux dernières questions, si tu me Ok, permets. bien sûr. La prochaine question, on va y aller au hasard, bien sûr. Donc, ça tourne.
OK, très intéressant ça, là. Je suis content de l'avoir tiré. Comment est-ce que tu perçois présentement, actuellement, la communauté rôliste francophone par rapport justement aux initiatives plus indépendantes, des petites boîtes et des petites compagnies qui débutent, des choses comme ça? Ah ouais, ça c'est une sacrée question, mais je vais essayer Oui, de pas être trop lente quand même pour répondre. Alors, eh bien, je sais pas, alors je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais mon expérience, c'est que finalement, la production de jeux de rôle en France est indépendante. Voilà. J'ai presque envie de mettre un point final à cette OK. phrase. C'est genre. Alors, j'exagère un peu volontairement. En fait, comme maintenant je commence à connaître un petit peu, je connais pas tout le monde, j'ai pas de gros réseau, je suis personne, mais j'habite dans une ville où le jeu de rôle se porte bien en France et il y a beaucoup ici de maisons d'édition et d'acteurs du jeu de rôle, là où je vis maintenant. Donc j'ai pu en rencontrer beaucoup et voir comment ça fonctionne. Et en fait, je me rends compte, mais je le savais un peu déjà, que même les maisons d'édition qu'on croit avoir pas mal de possibilités pour travailler ou de moyens sont en fait des très très petites entreprises. Souvent, c'est deux, trois associés qui font ça en sortant les rames et souvent, ils ont un travail par ailleurs alimentaire à côté. Si ce n'est pas à temps plein, mais en tout cas au moins à mi-temps ou à quelques mois de l'année pour pouvoir survivre. Et ils font des crowdfunding parce que finalement, sans ça, les investissements ne seraient pas possibles, les banques ne prêteraient pas. On est vraiment sur des toutes petites structures. Donc, de toute façon, le modèle français, c'est ce modèle, c'est un modèle de très petite structure que moi, je considère personnellement, même si ce sont des maisons d'édition ou des sociétés où c'est pas une seule personne, je considère que c'est quand même un fonctionnement d'indépendant. Après, il y a également une grosse boîte en France qui est quand même plus avantagée que les autres. Je ne vais pas faire de secret, pour moi, c'est Black Book Édition. Mais même eux, pour connaître certains de ces acteurs et avoir discuté avec eux et me rendre compte de ce que ça fait, euh, c'est également une très petite structure qui gère toute sa logistique en place. Donc, il faut vous imaginer qu'il faut tout l'argent pour avoir des hangars, pour avoir des palettes avec tous les livres. Ils font toute leur logistique. Ils font tous leurs envois aussi. Ils ont leur système d'expédition. Ils ont toute la structure administrativement à faire fonctionner. Donc, ils ont des boutiques où ils doivent vendre. Et tout ça, c'est à eux. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment d'auteur qui soit salarié de la société, puisqu'elle ne fonctionne finalement que dans une sorte d'alimentation permanente. En gros, il faut travailler pour laisser la lumière allumée pour pouvoir continuer à faire du jeu de rôle. Donc, pour moi, c'est ça le paysage français. Et à côté, il y a ceux qui sont les très petits indépendants, si je puis dire, parce que ça, c'est pour moi un peu les sociétés qui sont très petites, mais qui sont déjà pour moi pas à considérer comme des mammouths. Vraiment, les gens qui pensent ça se trompent. Et après, il y a les très petits indépendants, où là, c'est souvent des personnes seules ou à deux, au grand maximum, qui font tout à la main, tout seul. Bon, moi, j'en fais partie, puisque du coup, ben, j'écris, je maquette, je fais toutes les l'édition et je paye mon imprimeur moi-même et je fais mes expéditions moi-même et j'ai pas de distributeur, etc. Quel est le fonctionnement et le regard qui se porte sur le développement de tout ça en France? À mon avis, malheureusement, il est assez stupidement concurrentiel. OK. Pour moi, aujourd'hui, les gens se font un peu trop la guerre. Je vois souvent des très petits indépendants être très, très énervés contre les moins petits indépendants, donc des maisons d'édition qui croient être des gros trucs qui ne le sont pas. Et je vois aussi les maisons d'édition être très condescendantes en disant: Ah, mais les petits auteurs, les très petits auteurs indépendants, ils font que des choses de niche, très bizarres et pour un public qui touche pas assez les gens, donc on les vendra pas ces trucs, donc on travaille pas ensemble. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que pour connaître un petit peu les deux côtés du truc, j'ai l'impression qu'on gagnerait beaucoup à tous collaborer tout le temps, parce que de toute façon, c'est un marché de niche. Donc, plus on obtient de la visibilité croisée et concomitante, ben, plus nos produits sont connus, plus le jeu de rôle est connu, et plus le jeu de rôle est connu et il devient mainstream,
plus on a une chance que les gens s'y intéressent et achètent du jeu de rôle. Et ça, pour moi, ce serait un peu le but. Et j'avoue que les guerres intestines de Chapelle me fatiguent parfois. Mhm. Donc, et donc, je vais revenir là-dessus. Donc, mon label ne prend pas d'argent. Dans cet esprit, mon label ne prend pas d'argent, c'est-à-dire que quand on est au label avec nous, au Dirty Green Crew, il y a un package de choses gratuites qu'on fait pour les gens qui nous rejoignent, à condition, évidemment, qu'ils atteignent des critères d'éligibilité pour travailler avec nous, de qualité, de format, d'inclusivité, de nombre de signes. Enfin, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a un tas de choses. Si c'est le cas, on fait une maquette. Alors, c'est la nôtre, hein, c'est notre charte graphique. Mais on fait une maquette et on fait toutes les relectures, tous les playtests, toute la communication. En fait, on aide l'auteur ou l'autrice à faire son jeu, comme une vraie maison d'édition. On ne finalise pas les textes, par contre, parce qu'on n'a pas le temps. Il faut vraiment venir avec des travaux, si ce n'est finalisé, en tout cas quasiment finalisés. Et en fait, là, nous, on se retire, on ne prend pas d'argent. C'est la personne qui, avec son PDF qui est prêt à aller chez des imprimeurs ou à être mis sur des plateformes ou comme elle a envie, qui va commercialiser son truc. La seule chose qu'elle a à faire, c'est dire qu'elle a travaillé avec nous dans toutes ses communications. Et en fait, on se donne de la visibilité croisée. Donc, on travaille littéralement pour de la visibilité. On sait qu'il ne faut pas le faire, on sait que c'est pas bien, on sait qu'on n'achète pas une baguette de pain avec de la visibilité. Mais moi, je vends par ailleurs tous mes autres produits en tant qu'autrice et tout ça. Donc, j'avais vraiment envie de là dire, en fait, arrêtez d'être concurrentiel parce que quand vous trouvez des gens qui sont talentueux et qui font des choses super cool, bah, moi, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu de savoir s'ils travaillent à telle maison d'édition, à tel machin, s'ils sont tout seuls, s'ils sont pas tout seuls. Si les produits sont bien, moi, perso, je suis pour les mettre en avant. Et comme je te disais tout à l'heure, d'ailleurs, sur ma chaîne, je parle. Je crois que c'est arrivé une fois. J'ai une fois parlé d'un jeu que j'aimais pas depuis l'histoire de la chaîne. Mais sinon, je parle en fait des choses que j'aime bien. Parce que j'ai envie qu'on ait un regard et un focus positif sur les productions. Il y a des choses que j'aime pas, mais j'ai pas envie de passer mon temps à en parler en fait. Mhm. Genre, voilà, je fais pas la pub des choses que j'aime pas. Et voilà, et je trouve qu'en France, il y a une défiance. Il y a une défiance entre certains et d'autres. Et souvent, bah, c'est des mauvaises conceptions. Voilà. Les très petits pensent qu'il y en a des très très gros qui vont tout manger, qui vont tout attraper en termes de marché. Je pense que ça se passe pas du tout comme ça. Et les très gros ne font pas assez travailler, je pense, certains auteurs freelance qui sont des très petits indépendants qui mériteraient d'avoir leurs pattes et leur ingéniosité et des choses moins traditionnelles, justement, à apporter à ces grandes maisons d'édition qui ont du mal à bouger et qui sont un peu parfois des tortues sur l'inventivité, originalité, quoi. Mhm. Est-ce que tu considères que justement la perception, pas nécessairement vraiment des maisons d'édition, mais plus si on veut des consommateurs, est un peu semblable à justement vraiment une différenciation entre les gros joueurs qui vont sortir sûrement des produits plus complets, plus intéressants et les petits que genre sont un peu plus limités, puis on est moins tourné vers ça, ou tu as l'impression que justement il y a une une certaine tournance ou une certaine mouvance qui se fait à ce moment-là et que plusieurs personnes commencent à percevoir un peu les choses comme toi, comme tu le vois présentement. Bah, j'espère que oui, et je pense que oui. Je pense que c'est en train de changer. J'ai remarqué en association et en magasin, en boutique, quand on fait des parties en boutique ou en convention, qu'on a de plus en plus finalement de joueurs qui sont perméables à plusieurs types de jeux différents et qui sont en compétence sur plein de types de jeux différents. Donc parfois très complexes, très ludiques, presque avec des feelings de jeux de plateau. Et puis d'autres fois qui vont aller vers des trucs beaucoup plus minimalistes, beaucoup plus originaux, qui sortent chez des tout petits indépendants. Et quand ils viennent en boutique ou en convention, finalement, ils viennent essayer des trucs. Alors, tout va pas leur plaire, mais je vois qu'il y a un public qui a envie d'essayer, qui a envie de découvrir. Je vois aussi que le public débutant qui connaît pas encore le jeu de rôle en France, il a de très jolies boîtes d'initiation très faciles qui lui sont proposées par des très grandes maisons. Et c'est pas forcément de l'édition de jeu de rôle. Genre, Larousse, par exemple, fait ça. Et moi, je suis très contente que ça existe parce que ça fait connaître notre loisir. Mais je trouve dommage qu'on n'ait pas eu l'intelligence, nous, en tant que rôlistes, de faire des boîtes très faciles et très accessibles, parce que c'était notre spécialité. On n'a pas tout de suite sauté dessus. Et je vois ces gens venir, et je pense qu'ils sont tout à fait prêts à essayer tout. Mais il faut que les rôlistes qui les accueillent pour leur faire découvrir ça
soient pas dans ces guerres de chapelle et qu'on leur Mhm. transmette pas tout de suite quand ils viennent nous voir, ah oui, non, mais ça, c'est pas pour vous, ou ça, c'est moins bien, ou ça, c'est mieux. Je pense que nous, on doit adapter notre discours. Après, il y a des joueurs qui jouent depuis très longtemps qui changent d'avis aussi. Je vais parler pour mon conjoint. Il est pas exactement de la même génération que moi. Il joue depuis un peu plus longtemps. Il a vraiment démarré avec les très gros trucs d'avant, les Rollmasters et compagnie. Voilà. Ça ne l'intéresse plus du tout. Il n'a plus du tout envie de ça et il est très intéressé par tout ce qui est la nouvelle vague, les nouvelles sorties. Donc, je pense vraiment que ça change, que c'est très positif et que finalement, c'est aux gens qui travaillent dans ce secteur d'être aussi très positifs. Voilà, Mhm. et d'être très. On avance dans la même direction, on va faire des trucs cool et les gens vont l'aimer. Et puis aussi, pour moi, enfin, dans le cinéma ou la littérature, on n'embête pas les gens parce qu'ils font pas le même style que nous. Je veux dire, si on adore aller voir des comédies au cinéma, c'est aussi cool que d'aller voir des films d'horreur, que aussi cool que d'aller voir des films d'action. On peut avoir envie de lire des livres qui soient des romans d'amour ou de la science-fiction. En fait, j'ai l'impression aussi qu'en jeu de rôle, il faut qu'on se calme sur le genre et qu'on arrête de dire qu'il y aurait des genres plus intéressants que d'autres, mieux que d'autres, ou que les indés ils fassent un truc alors que les un peu plus gros ils fassent d'autres trucs. C'est un truc qui est très propre au jeu de rôle que j'ai du mal à comprendre. C'est un média culturel. Ça permet de raconter des histoires et de faire vivre des histoires aux gens. Il y a autant de manières de jouer du jeu de rôle et de le créer qu'il y a de gens pour y jouer. On fait tous le même métier. Voilà, faisons des trucs cool et je pense que c'est hyper en train de changer. Quand je vois qu'on a une boîte comme Critical Foundation qui est sortie, qui est une boîte d'initiation, et sa suite Critical Sanctuary, qui sort finalement d'un éditeur de jeux de société et non de jeux de rôle, et qui cartonne à tous les niveaux parce que c'est coloré, c'est bien fait, le graphisme il est propre, c'est très facile d'accès et tout ça. Encore une fois, c'est génial et je félicite l'auteur Christophe Valla parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Mais je me dis pourquoi ces initiatives sortent du jeu de société? Elles devraient sortir de nous. On devrait travailler ensemble à faire ces choses-là et avancer vers des trucs nouveaux. Et voilà. Écoute, je trouve que c'est une très belle réponse de fin d'entrevue qui met de l'avant justement le positivisme et l'entraide entre les différentes factions et créateurs du milieu, créateurs et créatrices du milieu. Je trouve que c'est très important. Puis pour vrai, je ne peux qu'aller en ce sens. Malheureusement, il va falloir arrêter ici. Ça fait déjà quand même 1 heure d'entrevue. Donc, merci beaucoup, Linou, d'être venu échanger dans ce monté niveau. J'espère que tu as apprécié ton expérience. Merci beaucoup, Pierre-Philippe. J'ai adoré venir te faire le coucou. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler Ben oui, en dehors de l'émission, bien sûr. ben oui, j'espère aussi. Pour les gens qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus, veulent connaître, veulent savoir, mais quels sont ces jeux, qu'est-ce que Deepwater Horizon et autres choses ainsi, eh bien, tous les liens menant aux différentes plateformes, en fait, de l'INU vont être dans la description de la vidéo. Donc, je vous encourage d'aller voir qu'est-ce qu'elle fait, de voir aussi les différents produits qu'elle propose, qu'elle a écrit en collaboration avec ses nombreux associés et on termine ainsi. Pour les autres, je vous encourage de commenter, liker, partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire dans les vidéos. Je les ferai parvenir à Linou si jamais il y a des questions qui sont spécifiquement tournées vers elle. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au revoir.